Ici Satou. On dit qu'il faut toujours tapoter un pont de pierre pour le tester avant de le traverser, mais parfois, on n'a pas le temps pour ce genre de prudence. À mon avis, il y a des moments où il faut simplement traverser un pont de boue en courant et espérer que tout ira bien. Qu'est-ce qui ne va pas, Satou? Arrivé essoufflé à l'observatoire, au sommet de l'arbre-monde, Aeolise était là, me saluant d'un sourire insouciant. J'ai failli m'effondrer de soulagement, mais j'ai réussi à me tenir debout en m'envoyant de la magie dans les genoux. Maintenant que j'étais un peu moins frénétique, j'ai regardé autour de moi. L'observatoire était en fait un parc recouvert d'un dôme transparent d'environ 100 mètres de diamètre. Au-delà s'étendait un vaste ciel étoilé. Pas le genre de choses qu'on s'attendrait à voir en plein jour. Autrement dit, la vue depuis l'extérieur du dôme devait être celle de l'espace. Plusieurs branches épaisses s'étendaient dans l'obscurité à l'extérieur du dôme. Pour une raison inconnue, elles ressemblaient plus à des racines qu'à autre chose. Je n'ai pas couru jusqu'ici, bien sûr. La téléportation de la Dryade a couvert la majeure partie du chemin. J'ai entendu dire que vous m'aviez demandé, Dame Aeolise, alors je suis venue en courant, mais... Ma voix s'est interrompue avant de pouvoir terminer en m'approchant de Mademoiselle Aeolise. Sa magie et son endurance sur l'écran de Mara étaient sur le point de s'épuiser. De toute évidence, son sourire n'était pas insouciant, mais plutôt épuisé. Inutile d'avoir l'air si inquiète. J'irai mieux bientôt. Reposez-vous encore un peu, Dame Aaz. Je vais expliquer la situation à Monsieur Satou. J'ai donné à Aeolise un complément alimentaire et des potions de récupération magique de ma poche, puis j'ai écouté l'explication de Lua. Je vous prie de m'excuser de vous avoir fait venir jusqu'ici. Voyez-vous, pendant que l'Amico parlait, j'observais du coin de l'œil la guérison d'Aeolise sur Lara. Et une décharge électrique de l'arbre-monde a laissé de nombreux elfes bloqués dans le vide. Décharge électrique? Le mécanisme de défense assez puissant pour repousser même Heilon, le dragon noir? Nous étions dans une zone différente du sol ou des parties basses de l'arbre-monde, alors j'ai rapidement utilisé le sort « Fouiller la carte entière » pour obtenir plus d'informations. La zone de cette carte s'étendait sur un rayon sphérique de plusieurs dizaines de kilomètres autour de l'observatoire. J'ai vérifié les points indiquant les elfes sur la carte. Un certain nombre d'entre eux étaient grièvement blessés, mais aucun ne semblait mortellement blessé. D'innombrables marqueurs rouges signalaient des ennemis dans le vide. Et pourtant, peut-être à cause de la lumière, je ne voyais aucun ennemi. D'après les informations de la carte, les ennemis étaient appelés méduses maléfiques, et leur niveau variait de 20 à 40. Avec un niveau moyen de 30, ils ne représentaient théoriquement pas une grande menace, mais ils étaient si nombreux. Environ 10 000, en fait. Quel nombre ridicule, surtout pour autre chose que des demi-gobelins nourris aux fruits de Gabo. Pas étonnant que les elfes aient eu tant de mal. Ces créatures ressemblant à des méduses possédaient les compétences spécifiques à leur race, absorption, synchronisation, et déchaînement en chaîne. En y regardant de plus près, j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas de monstres, mais de cryptides. Heureusement, les méduses maléfiques ne semblaient pas s'intéresser aux elfes. Elles se contentaient de rester collées aux branches de l'arbre-monde sans bouger d'un pouce. Si elles ne nous empêchaient pas de secourir les elfes dans le besoin, on pourrait probablement s'en occuper plus tard. Y a-t-il des combinaisons du vide supplémentaires? Non, aucune n'est prête à être réexpédiée pour le moment. Heureusement que j'en avais une de rechange dans mon stockage. Elle n'avait pas encore de circuit magique de survie, mais elle était parfaitement étanche, je devrais donc pouvoir utiliser l'oxygène du stockage. Heureusement, j'en avais beaucoup, grâce à la fabrication d'une montgolfière à hydrogène pour traverser les montagnes du Dragon Noir. D'accord, je vais les secourir. Ne soyez pas ridicule, Monsieur Satou. Nous vous avons appelé pour vous demander de l'aide pour réparer les outils magiques destinés au vide, pas pour vous envoyer en mission suicide. Me voyant sortir la combinaison du vide de mon sac de garage, Lua, l'Amico, s'empressa de m'arrêter. Mais n'y avait-il pas une règle générale selon laquelle les secours devaient intervenir dans les 72 heures? Je ne savais pas si c'était applicable dans un monde parallèle, mais ce « vide » semblait être l'espace, le délai devait donc être court. De plus, certains des elfes ayant besoin d'aide étaient des personnes avec qui je m'étais lié d'amitié pendant notre séjour. On ne peut pas sauver des vies en restant assis à réparer. Mais c'est trop dangereux. Nous n'avons même pas de vaisseau léger en état de marche. Un vaisseau léger était un véhicule elfique capable de traverser l'espace, semblable au sous-marin dimensionnel de Hayato, le Jules Verne. Alors que Lua continuait d'essayer de me dissuader, une main douce lui toucha l'épaule. C'était Aeolise. Tout va bien, je me sens beaucoup mieux. Satou du royaume de Shiga, même si le voyage sera périlleux, m'accompagneras-tu? Oui, bien sûr. Aeolise parut coupable, mais je pris aussitôt la main qu'elle me tendait. Je suis un peu démoralisée. Puis-je te demander de libérer ta lumière spirituelle, Satou? Comme tu veux, madame. J'étais un peu gênée d'avoir prononcé une phrase aussi ringarde, mais j'y suis parvenue grâce à mon talent, poker face, bon sang,
les esprits se rassemblent dans l'atmosphère et l'arbre monte à une vitesse incroyable. Merci, Satou, ces esprits seront plus que suffisants. Sur ces mots, Aeolise murmura un mot ou deux, et un vent vert éclatant se leva autour d'elle, nous emportant tous les deux dans les airs. Malgré ses déclarations de guérison, son visage restait pâle. On y va, fais attention à ne pas me quitter. Hein? La main d'Aeolise toucha le dôme, et il se déplaça autour d'elle. Apparemment, cela ressemblait plus à une muqueuse qu'à du verre, et il faisait environ 2 mètres d'épaisseur. Il ne pénétrait pas dans le parvent d'Aeolise, alors je ne savais pas ce que ça faisait. En quelques secondes, nous avons traversé la membrane et sommes entrés dans le vide. Je ne me sentais pas en apesanteur, donc nous ne devions pas être aussi loin que je le pensais. Je pouvais respirer à l'intérieur du parvent, mais si nous voulions secourir tout le monde rapidement, il valait probablement mieux agir séparément. À contre-cœur, je lâchai la main douce d'Aeolise et utilisai « changement rapide » pour enfiler la combinaison du vide. Comme elle n'avait pas d'unité de contrôle, je devais simplement utiliser ma propre magie et l'oxygène du stockage. Séparons-nous pour secourir tout le monde. Je vais par là. Ah attends, j'ai utilisé « course céleste » pour quitter la barrière d'Aeolise. Avant que je puisse tenir compte de son avertissement frénétique, l'électricité qui entourait silencieusement les branches de l'arbre monde s'est mise à crépiter. Aeolise disait quelque chose, mais je ne l'entendais pas, car nous étions dans le vide. Pour la protéger, j'ai fabriqué des objets métalliques du stockage autour de moi comme paratonnerres improvisés. Puis j'ai utilisé main magique pour les déplacer afin que la foudre ne l'atteigne pas. L'instant d'après, une puissante décharge électrique a assailli mes sens. Ouf, ouais, ça faisait mal. J'ai réactivé frénétiquement ma compétence, résistance à la douleur. Ces petits électrons étaient vraiment puissants. Satou, ne sois pas si imprudente. Une douce sensation apaisa mon corps à travers la combinaison du vide. Aeolise m'étreignait. Étrangement, dès qu'elle s'est approchée, la décharge électrique s'est arrêtée. L'arbre monde est en état d'alerte maximale, donc s'il détecte un corps étranger, il tentera de l'éliminer. Elle expliqua que l'arbre monde considérait les hauts elfes comme faisant partie de lui-même et qu'il n'essaierait donc pas d'en attaquer un. Les elfes ordinaires étaient également considérés comme des sous-composants, donc ils ne seraient pas attaqués tant qu'ils ne commettaient aucune imprudence. Hein? Pourquoi l'arbre monde n'éliminait-il pas les méduses maléfiques sur ses branches, alors? Cette question devrait attendre. Secourir les elfes était plus important pour l'instant. Dame Aeolise, permettez-moi de nous guider d'abord vers les elfes les plus gravement blessés. Oui, je vous en prie. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle comprenne et accepte si facilement. Aeolise déplaça le parvent conformément à mes instructions. Il y en a 2 à l'intérieur de ce golem à plusieurs pattes. Nous atterrissions sur la carcasse déformée d'un golem carbonisé, et je sortis l'épée sacrée Durandal du stockage pour en découper l'extérieur. À l'intérieur se trouvaient Monsieur Kia et Mademoiselle Doa de l'atelier d'outils magiques. Est-ce ça tout? Dame Aeolise et moi sommes là pour vous secourir. J'ai utilisé le sort de magie de l'eau, aqua soin, pour soigner leurs blessures tout en les extrayant avec l'aide de la main magique. Satou, peux-tu récupérer la tablette de contrôle du golem? D'accord. Comme nous avions d'autres personnes à secourir, j'ai coupé la tablette un peu brutalement avec Durandal. Compris. Dame Aeolise, allons à la branche là-haut. D'accord. Et aussi, vous pouvez m'appeler Aaz si vous voulez. C'est beaucoup plus facile à dire. Très bien. Mademoiselle Aaz. Pour une raison inconnue, je n'avais pas été aussi gênée d'appeler une fille par son surnom depuis le collège, malgré le fait que j'utilisais constamment des surnoms pour les femmes à l'université et au travail. Satou du royaume de Shiga. Nous apprécions votre aide. Satou du royaume de Shiga. Nous admirons votre dévouement. Satou du royaume de Shiga. Le lendemain du sauvetage dans le vide, j'étais dans la salle de réunion au pied de l'arbre monde, recevant les remerciements des anciens. Compte tenu de mon aide au sauvetage et des autres services que j'avais rendus, ils avaient décidé de m'accorder l'accès à l'ensemble de l'arbre monde, y compris l'observatoire. Ils m'ont même offert le titre d'ancien honoraire, mais j'ai poliment décliné. Je ne pensais pas être assez âgé pour être considéré comme un ancien par des êtres centenaires. J'ai reçu un catalogue de récompenses supplémentaires, dont des matériaux et des textiles spéciaux, uniquement disponibles au village elfique, ainsi que d'autres ressources précieuses. Cependant, à vrai dire, j'ai trouvé que l'ajout de feuilles et de sève de l'arbre monde était un peu excessif. Mes livres d'alchimie les indiquaient comme trop rares pour être acquis, même par un haut rang ou un château. Quoi qu'il en soit, une fois cela terminé, un ancien m'a conduit dans une pièce séparée. Déjà fait, Satou? Oui, merci. J'y ai été accueilli par Mademoiselle Aaz, la Mikolua, et Jia, la jardinière, venue à l'atelier de couture récupérer les combinaisons du vide. Puis-je supposer que cela concerne la situation que j'ai vue hier? Mademoiselle Aaz hocha la tête. Comme vous l'avez probablement déjà compris, nous essayons de combattre les méduses maléfiques parasites qui se sont accrochées à l'arbre monde.
Elles doivent donc vouloir que je les extermine. Je n'avais aperçu les méduses maléfiques que de loin et à travers le paravent lors de la mission de sauvetage, mais elles me semblaient comme des méduses translucides chargées de rafales scintillantes de magie du vent. Les elfes semblaient aussi les appeler « méduses », alors j'utiliserai ce nom désormais. Si le seul problème était la décharge électrique de l'arbre-monde, je pourrais probablement me fabriquer une combinaison isolante et m'en débarrasser rapidement. Mais lorsque j'ai suggéré cela, les elfes ont rapidement rejeté l'idée. Si c'était aussi simple, nous serions moins en difficulté, a dit Lua. Les décharges électriques endommagent aussi les branches de l'arbre-monde, a expliqué Jia. Les plus épaisses, proches du tronc, sont inoffensives, mais les plus fines branches émeraudes se cassent très facilement. D'après ce qu'on m'a dit à l'observatoire, les branches émeraudes de l'arbre-monde étaient importantes pour capter la magie de l'éther qui circulait dans le vide. Notre mission de sauvetage se déroulait près des racines, je ne les avais donc pas encore vues. Alors, conclut Lua, nous aimerions vous demander de nous aider à réparer les golems multipattes endommagés lors de l'incident et à produire davantage de combinaisons du vide. Et si vous avez des suggestions pour exterminer les méduses, nous serions ravis de les connaître, ajouta Jia. J'acceptai immédiatement d'aider pour la première question et dis que je réfléchirais à la seconde. Il me restait quelques points à confirmer. Pourquoi les méduses attaquent-elles l'arbre-monde? Elles utilisent leurs tentacules pour dévorer le mana qui circule dans les branches. J'acquiesçai d'un signe de tête à l'explication d'Aaz. Si près de 10 000 méduses absorbaient le mana de l'arbre-monde, cela pourrait facilement provoquer une pénurie au sol. Lua apporta quelques informations supplémentaires. Certaines pondent aussi des œufs sur les branches. Pire encore, la substance visqueuse qui protège les œufs pollue la sève et affaiblit l'arbre-monde. Les méduses avaient donc simplement pour but de se nourrir et de se reproduire. Alors pourquoi le système de décharge électrique de l'arbre-monde ne se débarrasse-t-il pas des méduses? Les méduses semblent avoir un moyen de faire croire à l'arbre-monde qu'elles en font partie, et non un corps étranger. Elle ajouta qu'ils avaient déjà tenté de corriger le problème ou d'endormir l'arbre-monde afin de suspendre la décharge électrique, mais en vain. Et comme la zone autour des méduses crée un vide magique, nous ne pouvons pas utiliser de sorts pour les endormir ou les immobiliser. De plus, comme il était impossible de se déplacer dans le vide sans magie, des combinaisons du vide ou des golems hermétiques étaient nécessaires pour approcher les méduses. Contrairement à la magie classique, les outils et appareils magiques utilisant la pierre d'arbre sacré fonctionnaient toujours près des méduses, même si leur consommation de puissance magique augmentait considérablement. Nous avons utilisé des potions magiques pour endormir les méduses, puis des golems pour couper et immobiliser les tentacules attachés aux branches de l'arbre-monde. Aaz et d'autres personnes maîtrisant la magie spirituelle avaient rassemblé toutes les méduses immobilisées au même endroit. D'après ce que j'avais compris, un pseudo-esprit créé par un maître pouvait exister près des méduses, au moins pour un temps. Nous avions prévu d'utiliser cette méthode pour éliminer lentement mais sûrement les méduses, mais nous ignorions que certaines d'entre elles portaient des œufs. Lua et Jia soupirèrent à l'unisson. Il s'avéra que si une méduse portant des œufs était éliminée, la méduse voisine déclencherait l'arbre-monde en état d'alerte maximale, comme ce fut le cas hier. Et si plus d'un certain nombre de méduses étaient détruites ou isolées, les autres consommeraient de grandes quantités de branches de l'arbre-monde et se multiplieraient à une vitesse explosive. Les méduses se multipliaient également par une réaction en chaîne à grande échelle. Si elles n'étaient pas toutes éliminées en même temps, elles finiraient par produire encore plus que la quantité détruite. Beaucoup de ces informations étaient présentées comme des informations de seconde main, alors j'ai demandé pourquoi. D'autres arbres-mondes ont également été infectés par des méduses maléfiques, a répondu Lua. Ces arbres subissaient encore plus de dégâts que celui de la forêt de Bolénan. D'après les archives, les méduses maléfiques sont toujours apparues environ tous les 1000 ans, sur le flux de l'éther, mais il n'y en avait jamais qu'une poignée à la fois. Peut-être un événement plus en amont du flux d'éther avait-il provoqué l'apparition de cette quantité massive de méduses, ou peut-être une menace les avait-elles poussées à fuir en masse. Je ne pouvais m'empêcher de m'interroger, mais ce n'était pas ma priorité absolue pour le moment. Comme il était inutile de spéculer, j'ai pris note d'enquêter une fois la crise résolue. Ensuite, j'ai essayé de trier toutes les informations que je venais d'obtenir. L'objectif, éliminer les méduses de l'arbre-monde. Il y avait plusieurs points importants à retenir. Premièrement, blesser la méduse provoquerait une décharge électrique de l'arbre-monde. Les méduses avec des œils étaient particulièrement sensibles. Deuxièmement, si un certain nombre de méduses étaient éliminées, elles se reproduiraient à un rythme effréné et nuiraient ainsi à l'arbre-monde. Troisièmement, un vide magique entourait les méduses, les sorts ne fonctionneraient donc pas à proximité. Voilà qui résume bien la situation. Ensuite, il me suffirait de faire quelques tests sur le terrain. Mademoiselle Aaz, veuillez approcher la méduse au bout de cette fine branche. Celle-ci, pour élaborer un plan, j'ai nagé dans le vide avec Mademoiselle Aaz.
Préparer le matériel et les ateliers nécessaires pour les golems et les combinaisons du vide prendraient du temps, alors j'ai décidé de consacrer ce temps à des expériences avec une méduse relativement isolée. Cette zone se trouvait quelque part au milieu d'une branche longue d'au moins 10 km, mais épaisse d'environ 1 mètre seulement. Des excroissances cristallines semblables à de l'émeraude et des branches plus fines sortaient de la branche brune. Comme son nom l'indiquait, ces structures étaient très certainement les branches d'émeraude. Commençons par la magie mineure. J'ai tenté un tir d'étourdissement court. La balle invisible a perdu presque toute sa puissance en s'approchant de la méduse, mais... Tu l'as vraiment touché. Ahaz parut surprise. Le tir faillit se dissoudre avant d'atteindre la méduse, mais il parvint à atteindre sa cible, bien qu'avec un impact réduit. Tant que sa composition était suffisamment stable, même la magie autre que celle des pseudo-esprits pouvait les atteindre. Ma magie intermédiaire aurait probablement pu vaincre les méduses sans problème, alors. Essayons maintenant un de vos pseudo-esprits, mademoiselle Ahaz. Que dois-je utiliser, je me demande? Votre meilleure, s'il vous plaît. Je voulais la voir exécuter une attaque spéciale. Ma meilleure? D'accord. L'air triomphant, Ahaz tenait un bâton d'or spécial à 2 mains et commençait son incantation. L'écran de Lara montrait que ses PM diminuaient à une vitesse alarmante. Des cercles de magie lumineuse se formaient autour d'elle, se multipliant sans cesse. Remarquant son impressionnante démonstration, la méduse étendit ses tentacules dans une pose intimidante. Il était probablement alarmé par la quantité de magie qu'Ahaz accumulait. Crée Behemoth Majou ou Suzu. Un immense cercle magique apparut juste devant Ahaz, et un pseudo-esprit apparut, ressemblant à un croisement entre un éléphant et un hippopotame. PAROOAR. Malgré le vide du vide, son rugissement résonnait avec force. Il paraissait extrêmement fort, un géant destructeur de niveau supérieur à 50. Cependant, notre ami le Behemoth n'avait pas d'aile. Autrement dit, il ne pouvait pas voler. Ses pattes s'agitèrent un instant dans les airs comme un personnage de dessin animé, puis une expression de terreur passa sur son visage lorsque la gravité l'attira vers le bas. On m'avait dit que les pseudo-esprits ne ressentaient ni peur ni douleur, mais je ne pouvais m'empêcher de le plaindre. Nous avons observé un moment de silence en sa mémoire tandis qu'il disparaissait, ne laissant derrière lui qu'une trace de lumière rouge. La méduse semblait aussi déçue que nous, abaissant ses tentacules dressés et les enroulant autour de l'arbre-monde. À refaire. Celle-là ne comptait pas. Celle-là, c'est pour de vrai, d'accord? Ahaz évita soigneusement mon regard en entamant une autre incantation, et bientôt elle invoqua, créer un feu volant, pour créer une petite boule de lumière flottante de 10 cm. Je lui demandai d'approcher le feu volant vers la méduse. Arrivé à une certaine distance, la méduse le remarqua et tendit ses tentacules. Lorsque le tentacule de la méduse s'enroula autour du feu volant, celui-ci perdit sa forme et disparut. Grâce à ma compétence, vision magique, je pus voir le tentacule aspirer les restes de lumière. Ensuite, Ahaz créa une sylphide, un esprit du vent plus fort que le feu volant et capable de résister aux tentacules de la méduse. Cependant, le résultat visuel donnait un peu trop l'impression d'être un 18+, alors j'ai demandé à Ahaz d'annuler le sort au milieu de cette expérience. C'était mignon de voir son visage rougir sous l'effet de la panique. Ensuite, nous avons expérimenté les attaques physiques. La méduse semblait aussi faible qu'elle en avait l'air. Mon épée de fée était capable de couper un tentacule sans difficulté. J'ai rangé l'échantillon de tentacules dans la réserve pour d'autres expériences. Lorsque j'ai lancé une lance de bronze chargée de magie près de la méduse, elle l'a attrapée et l'a portée à sa bouche. Il serait alors probablement facile de les empoisonner. Finalement, j'ai essayé d'utiliser des objets. Les pierres sacrées, qui repoussaient les monstres, et l'eau bénite, utilisée contre les morts-vivants, n'ont eu aucun effet. Les méduses semblaient n'être que des créatures protistes du vide, ni des monstres ni des démons. Même avec la cloche de scellement des démons, actuellement sous la garde de mademoiselle Karina, je doutais qu'elle ait le moindre effet. Tu as fini tes expériences? Non, je pense que je vais tester leur endurance. J'ai commencé à couper les tentacules un par un, évitant les attaques des méduses. À ma grande surprise, le premier tentacule que j'avais coupé plus tôt avait déjà commencé à repousser, mais au moins, il n'est pas réapparu aussitôt après avoir été perdu. Une fois tous les tentacules coupés, j'ai demandé à Ahaz de réinvoquer la sylphide et de l'utiliser pour éloigner la partie parapluie de la méduse de l'arbre-monde. À quelques centaines de mètres de distance, la lumière à l'intérieur de la méduse s'est mise à clignoter furieusement. Puis la lumière est devenue rouge, dessinant le contour de la méduse en cramoisie. Selon Ahaz, c'était une caractéristique du début de l'état de déchaînement, et cela déclencherait l'arbre-monde en état d'alerte. Dans cette phase initiale, seul l'arbre-monde réagissait, mais si cela durait suffisamment longtemps, l'état de déchaînement se propageait aux autres méduses à proximité. Tandis qu'Ahaz expliquait cela, les branches de l'arbre-monde commencèrent à décharger de l'électricité dans toutes les directions.
Comme j'étais avec Ahaz, il ne s'approcha pas de nous, mais les tentacules sectionnés encore attachés à l'arbre-monde furent réduits en cendres, et une branche d'émeraude à proximité fut arrachée par les chocs et commença à tomber. Cela me semblait inutile, alors je la rattrapais avec main magique et la rangeais dans le stockage. Elle pourrait faire un bon matériau pour une baguette magique ou un bâton. Ensuite, une fois le parapluie de méduse suffisamment éloigné, je fis lâcher la sylphide d'Ahaz. Alors qu'il commençait à tomber, je l'attaquai avec boule de feu, la plus puissante de mes attaques magiques mineures. La boule de feu, propulsée sans interruption par l'électricité, toucha directement la méduse et explosa, consumant sa cible avec une puissance bien supérieure à celle de son homologue mineur, tir de feu. Le manque d'oxygène n'avait sans doute pas d'importance. Cela ne provoqua ni saccage des autres méduses ni électricité supplémentaire de la part de l'arbre-monde, peut-être parce que je l'avais vaincu d'un seul coup. Si nous parvenions à les détruire tous d'un seul coup, l'arbre-monde serait en sécurité. Mais c'était probablement impossible, car beaucoup d'entre eux étaient abrités par ces branches. Incroyable. C'était une boule explosive, ou peut-être une boule flamboyante? J'étais un peu fier d'avoir impressionné Ahaz, mais j'essayais de me concentrer sur ce qui se passait lorsque ma boule de feu touchait. J'ai observé avec ma compétence « vision magique » tout le temps, ce qui m'a permis de voir que juste avant l'impact, les méduses n'avaient absorbé qu'une infime quantité de magie. La majeure partie de leur pouvoir d'absorption magique devait provenir de leurs tentacules. Et si le simple fait de trancher les tentacules provoquerait des attaques de la méduse elle-même, cela ne provoquerait aucune réaction électrique de l'arbre-monde. J'ai consigné ces résultats dans ma tête tandis que je me dirigeais avec Ahaz vers notre prochain lieu de test. Satou, tu ne dois pas casser les œufs, tu te souviens? Si, je sais. Notre destination était une méduse qui venait de pondre. Les méduses avec leurs œufs étaient extrêmement sensibles, nous observions donc celles-ci à quelques centaines de mètres de distance. Une dizaine d'œufs transparents de la taille d'un ballon de basket étaient alignés sur la branche. Les coquilles brisées d'une trentaine d'autres œufs gisaient éparpillées tout autour. Les parties de la branche de l'arbre-monde qui avaient été souillées par le liquide des œufs étaient maintenant décolorées. En regardant autour de moi, j'ai vu plusieurs larves de méduses accrochées aux tentacules de la mer. Il n'y avait pas autant de larves que de brisées, alors j'ai demandé à Ahaz pourquoi. C'était quoi déjà? Je vais demander à Jia. Ahaz a lancé le sort de magie spatiale téléphone mondial, nous connectant tous les deux à Jia à l'observatoire. Dans le vide, ce sort a couvert une distance d'environ 10 km. Le nombre d'œufs et de larves? Oui, je pensais que le nombre de larves semblait faible comparé au nombre de brisées. Beaucoup d'œufs de méduses ne sont pas fécondés. Voyez-vous, grâce aux données de recherche que nous avons obtenues auprès d'autres familles elfiques, comme les clans Bulunan et Belunan. Jia expliqua que le liquide des œufs cassés contaminait la sève, invoquant les anticorps de l'arbre-monde, puis absorbant leur dense pouvoir magique comme nutriment pour l'éclosion des quelques larves. Cependant, aucun d'entre eux n'a assisté à l'éclosion des larves. Nous avons aussi essayé d'observer les œufs de méduses, mais la mer les recouvre de son corps à l'éclosion. Tant qu'on y était, j'ai posé des questions sur la pollution par la sève. Est-ce que cela a un effet négatif sur l'arbre-monde? Bien sûr que oui. Outre les anticorps dont j'ai parlé, cela peut altérer ou obstruer la sève, diminuant ainsi la quantité de mana qui atteint le tronc. Le clan Belunan avait déjà contribué au développement d'un produit chimique capable de faire fondre la sève durcie, utilisée dans les zones où l'obstruction était la plus importante. Cependant, se débarrasser de la sève obstruée à portée d'une méduse provoquerait le même déchaînement que la destruction d'un œuf. Il ne pouvait donc l'utiliser que s'il n'y avait pas de méduse à proximité. Quelque chose dans cette explication m'a interpellé, mais je ne savais pas quoi. J'ai essayé de ruminer tout ce qu'on venait de me dire. Cependant, mes pensées se sont dispersées avant que je puisse les formuler. Satou, où allons-nous ensuite? Ahaz a levé les yeux vers moi d'une distance inattendue, ce qui m'a immédiatement embrouillé l'esprit. Voyons voir. J'avais envie de poursuivre notre petit rendez-vous dans le vide, mais j'avais déjà tout vérifié sur les méduses. J'ai utilisé main magique pour prélever des échantillons de sève polluée et d'œufs cassés, puis je suis reparti avec mademoiselle Ahaz. Le soleil nous dominait tandis que nous volions vers l'arbre-monde. Sous l'observatoire, j'ai remarqué quelque chose qui brillait dans une entaille du coffre. C'était un vaisseau léger, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau au vaisseau de Hayato, le Jules Verne. Une partie de sa coque argentée était devenue noire. On dirait qu'il a été gravement brûlé. Oui, on m'a dit qu'il protégeait un golem d'une décharge électrique. Les vaisseaux légers, comme Ahaz et les autres aux elfes, étaient considérés comme faisant partie de l'arbre-monde, donc normalement, ils ne subiraient jamais une telle attaque. Il n'est endommagé qu'en surface, donc il se réparera bien assez vite maintenant qu'il est de retour dans l'arbre-monde. Il s'avéra que ces vaisseaux étaient dotés de fonctions de restauration automatique. En y regardant de plus près, je vis qu'ils étaient recouverts d'une sorte de gel transparent.
Y a-t-il des vaisseaux légers qui pénètrent aussi dans ces autres cavités? À en juger par la distance qui les séparait, il y avait probablement 8 quais au total. Il n'y en a que 4 à Bolénan, en tout. Normalement, tous les arbres-mondes sont équipés de 8 vaisseaux légers, mais... Tout en discutant de cela, nous traversâmes le dôme de l'observatoire. Dès notre arrivée, Lua et Jia accoururent à notre rencontre. Il ne semblait pas y avoir trop d'empressement, alors nous poursuivions notre conversation et nous dirigeâmes vers une petite pièce annexe dans une partie de l'observatoire. Les 4 autres se sont-ils détériorés avec le temps? Non, non. Voyez-vous, il y a quelques centaines de milliers d'années, un seigneur démon gobelin semait le chaos. Le monde était presque détruit, alors nous avons fourni nos vaisseaux légers à la demande de Dame Parion, mais... Beaucoup ont coulé. Oui, nous en avons envoyé 8, mais seulement la moitié sont revenus. Aaz semblait déprimée, alors Jia, âgée de plus de 2000 ans elle-même, aida à raconter l'histoire. Lua, la Miko, était encore relativement jeune, elle l'ignorait donc. L'empire des sagas n'existait pas encore à l'époque, et il était donc impossible d'invoquer un héros. Finalement, tout ce que nous avons pu faire, c'est traquer l'armée du seigneur démon jusqu'aux confins du continent. Dame Parion s'est alors fait enseigner l'art de l'invocation par le dieu dragon, et le reste revenait au premier héros, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Oui, je m'en souviens un peu. Ce petit héros a réussi à vaincre le gobelin avec les 2 épées sacrées de Dame Parion et du dieu dragon. Le premier héros était donc un épéiste à 2 mains? Il devait être assez fort pour vaincre un seigneur démon que même une poignée de vaisseaux légers ne pouvait maîtriser. Et les héros sont devenus des êtres vraiment étranges depuis. S'il vous plaît, ne me regardez pas en disant ça. Ça me gêne. Ce héros était sournois, lui aussi. Il réparait et s'appropriait l'un des vaisseaux lumière perdus de Bolénan. Ah bon? On ne l'a pas donné en récompense pour avoir vaincu le seigneur démon? Je crois me souvenir avoir parlé de le transmettre de génération en génération. C'est sans doute comme ça que le Jules Verne est entré dans l'empire des sagas. Pourtant, si les vaisseaux lumière avaient été perdus des milliers d'années auparavant, pourquoi ne les avait-on pas simplement reconstruits depuis? Les autres clans ont tous utilisé leurs réserves de pierres d'arbres sacrés pour reconstituer leur flotte de vaisseaux légers, qui sont maintenant au nombre de 8. J'ai attendu un moment, mais Jia n'a pas expliqué pourquoi le clan Bolénan n'avait pas reconstruit les siens. Pressée de questions, elle a expliqué que la construction d'un vaisseau léger nécessitait environ 1 tonne de pierres d'arbres sacrés. Ces pierres ayant de nombreuses autres utilisations importantes, il pouvait falloir jusqu'à 100 000 ans pour en économiser suffisamment pour un seul vaisseau. Mais Bolénan manque de pierres d'arbres sacrés, a expliqué Mademoiselle Aaz, l'air un peu coupable. Un jour, alors que l'Empire Flux commençait à prospérer, ils envoyèrent des ambassadeurs royaux auprès des elfes avec du matériel de jeu. 2 hauts elfes devinrent accros au jeu. Vous n'auriez rien pu faire, Dame Aaz. Des 3 hauts elfes de l'époque, 2 étaient complètement accros, et au lieu de les réprimander, la plupart d'entre nous, les elfes, nous sommes mis à leur tour dans le pétrin. Accros au jeu, les elfes et les hauts elfes ont fini par les payer avec les pierres d'arbres sacrés qu'ils avaient économisées pour reconstruire les vaisseaux légers. J'avais l'impression que la royauté de l'Empire Flux avait profité du manque naturel de sens des affaires des elfes. Sans que j'y sois invité, je me suis souvenu des elfes déterminés à me jouer au shogi. Finalement, tous les jeux sont tombés en panne, et il n'en reste plus un seul. J'étais curieux d'en savoir plus sur cet appareil dont les elfes étaient devenus fous, mais apparemment, il n'en restait plus aucun qui fonctionnait. Jia raconta que les jeux étaient tombés en panne exactement 1000 ans après leur achat. On aurait dit des appareils électroménagers de marque douteuse. Un minuteur flux, en quelque sorte? Je comprends qu'on puisse déprimer, mais j'aurais préféré qu'ils ne soient pas allés bouder dans les caissons de sommeil. Pareil pour les elfes aînés. Ils ont été si nombreux à prendre une retraite précipitée qu'il n'y a pas eu assez de successeurs pour les remplacer. Je vois. Attendez une seconde. On ne m'a pas dit que les elfes dans les caissons de sommeil étaient là pour préserver des souvenirs précieux? Ça ne pouvait pas faire référence à des souvenirs de jeux vidéo, si? Ouais, je suis sûr que ce n'est pas ça. Changeons de sujet. Alors, qu'a fait l'Empire Flux de toutes ces pierres d'arbres sacrés? Ils sont devenus un empire magique qui a dominé tous les continents en 300 ans. On dit que les pièces bleues qu'ils fabriquaient avec les pierres d'arbres sacrés constituaient un élément essentiel de leurs appareils magiques haute performance, et leur servaient également de clé d'activation. C'était aussi une preuve de noblesse dans cet empire. Des pièces bleues, hein? Attendez, quoi? Je suis presque sûr que j'en ai. Une recherche rapide dans mon dossier de devises, dans la section stockage, m'a révélé que je possédais plus de 20 000 pièces bleues de l'Empire Flux. Il s'agissait probablement du butin de la vallée des dragons. Lorsque j'ai examiné pour la première fois tous mes gains de cette époque, j'ai été tellement impressionné par la variété et la quantité de pièces que je possédais, dont plus de 10 millions de pièces d'or flux, que je les ai simplement rangées et oubliées. Je n'avais encore trouvé aucune utilité à ces devises en dehors du royaume de Shiga,
alors je suppose que je les ai toutes rangées dans un dossier devises étrangères. Monsieur Satou, n'est-ce pas? Oui, une pièce bleue de l'Empire Flux. Hochant la tête vers Jia, je jouais avec une pièce bleue dans la paume de ma main. Elle était plus grosse que je ne l'avais imaginé, pesant probablement une centaine de grammes. Si nous les utilisions toutes, nous pourrions peut-être reconstruire certains de ces vaisseaux légers. Si je pouvais obtenir la permission d'en emprunter une de mon vivant, je n'hésiterais pas à débourser 20 000 pièces bleues pour l'acheter. Il m'en resterait encore plusieurs milliers, que je pourrais utiliser pour fabriquer des potions, des outils, etc. Du moins, c'était mon espoir, mais les pierres d'arbre sacrées transformées en pièces bleues ne peuvent pas être retournées à l'arbre-monde. Elles peuvent cependant servir à transmuter du métal magique et à fabriquer des circuits d'intelligence pour golems. Je vois. Dans ce cas, veuillez les utiliser à ces fins. J'ai sorti un sac rempli de 1000 pièces bleues de mon stockage via mon sac de garage et je l'ai posé sur la table. C'est que des pièces bleues? Oui, serre-toi. Satou, on manque de pierres d'arbre sacrées, alors c'est merveilleux, mais tu n'as vraiment pas besoin de faire tout ça pour nous alors que tu n'es même pas de Bolénan, tu sais? Contrairement à Jia, qui avait des dollars dans les yeux en sautant sur le sac, Mademoiselle Aaz essayait d'être réservée. S'il te plaît, ne te retiens pas. Considère-moi comme une citoyenne d'honneur de Bolénan, si ça ne te dérange pas. Je pris doucement les mains d'Aaz. Satou, ses yeux tremblaient tandis qu'elle me fixait. Si Jia et Lua n'avaient pas été là, je l'aurais peut-être embrassé avant même de pouvoir me retenir. Monsieur Satou, sentant peut-être cela, Lua haussa les sourcils. Mes mots ressemblaient un peu à une phrase d'accroche, mais ce n'était pas mon intention cette fois, je le jure. La situation de l'arbre-monde était grave, elle risquait de dégénérer en une pénurie mondiale de mana. Mon esprit revint aux terres désolées autour du village nain, dévasté par le manque de mana. Si le monde entier finissait ainsi, je ne pourrais plus vraiment faire de tourisme. Après tout, le tourisme n'est pas une partie de plaisir si les habitants ne sont pas contents. Plus tard, j'appris par surprise pourquoi ces 20 000 pièces bleues se trouvaient dans mon butin de la vallée des dragons. Si je me souviens bien, de nombreuses pièces bleues furent offertes au dieu dragon en hommage au crépuscule de l'Empire Flux. Il cherchait une arme pour combattre le seigneur démon connu sous le nom de seigneur sanglier doré, d'après ce que j'ai entendu dire. Une arme? Oui, je ne connais pas les détails, mais je sais que le vaste désert au milieu du continent a été créé suite à la bataille finale entre l'Empire Flux et le seigneur sanglier doré. Quoi qu'il en soit, la violence fut telle qu'il y eut des tremblements de terre jusqu'ici, à Bolénan. Tandis que j'écoutais les explications de Mademoiselle Jia, j'ai utilisé mon menu pour afficher la carte du continent que j'avais obtenue dans l'ancienne capitale. Je n'étais pas certain de sa précision, mais il y avait bel et bien un désert qui occupait près de 20% du continent, du centre à l'ouest. S'il était aussi vaste que la carte le laissait entendre, même une vague de bombes à hydrogène n'aurait pas pu en être la cause. J'ignorais quelle arme avait pu être à l'origine de cela, mais j'espérais ardemment qu'elle n'existait pas. Pourquoi inventer une chose pareille, dieu dragon? L'idée était encore plus effrayante que les épées sacrées. Mais soudain, je me suis souvenu du sort pluie de météores que j'avais utilisé dans le menu magique. Si je remplissais toutes mes épées sacrées de puissance magique et que je les utilisais comme batterie pour déclencher pluie de météores à répétition, je pourrais très bien réussir. Mieux valait éviter d'utiliser des pluies de météores à répétition, même par accident. Je ne voulais pas de titre comme Seigneur démon ou Seigneur démon majeur, merci beaucoup. En gros, je cherche des idées pour me débarrasser des nuisibles et des animaux qui endommagent un jardin essentiel. De retour sur Terre, j'ai donné à mon groupe une explication très approximative de l'attaque des méduses sur l'arbre-monde, afin de voir s'il avait des suggestions. Au début de la planification, il était préférable de réfléchir avec beaucoup de personnes différentes. On recevait bien sûr plein de suggestions absurdes, mais parfois, on pouvait trouver une idée brillante qui ne viendrait jamais à l'esprit d'un expert. La lutte antiparasitaire, hein? Si ce sont des animaux, peut-être un bon coup de cataplasme. Pour les cafards, il faut des boulettes d'acide borique. Pour les termites, de la nourriture empoisonnée, bien sûr. J'ai bien peur que nous ayons déjà essayé. Pour le poison, nous poursuivons nos recherches avec les autres clans. Lua, la Miko, était là pour présenter ce qui avait été essayé jusqu'ici. Plusieurs autres idées avaient été avancées, mais tout avait déjà été testé par les elfes. J'imagine que lorsqu'on se réunit pour une réunion d'esprits vieux de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers d'années, on acquiert une mine d'idées et d'expérience. On dirait que tu as presque tout essayé, murmura Arisa. Si pousser ne marche pas, il faut tirer, monsieur. Dit Pochi d'un ton enjoué. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? C'est à vous ou au maître d'y réfléchir, monsieur. J'ai juste mis les plans à exécution, monsieur. Elle n'avait donc pas de plan précis. Qu'est-ce que ça veut dire? Arisa gémit et laissa tomber son visage sur la table. Ses cheveux s'étalèrent à la surface, débordant sur les côtés. Feu, feu.
Tama, lassé de la réunion et se roulant sur le sol semblable à de la pelouse, commença à lui donner des coups de cheveux sous la table. À chaque gémissement d'Arisa, ses cheveux bougeaient, au grand amusement de Tama. Elle était vraiment comme un vrai chat parfois, tellement amusée par les objets en mouvement. C'est étrange. Quelque chose dans les mouvements de Tama a attiré mon attention. J'ai agité une mèche de cheveux d'Arisa de haut en bas, et Tama s'est lancé à sa poursuite. Monsieur Satou, si vous n'arrivez plus à vous concentrer, on pourrait peut-être en finir pour aujourd'hui. Désolé, j'ai une idée, alors je peaufinais les détails, ai-je informé Lua. Et pourquoi pas un faux appât, comme ceux qu'on utilise pour la pêche? J'ai hoché la tête et expliqué. Alors, au lieu d'enlever les méduses de force, on les convaincrait de s'éloigner d'elles-mêmes? Oui, c'est ça, j'ai hoché la tête de nouveau. Le Suun? Tama a raison, monsieur. Maître est comme le soleil dans l'histoire du vent du nord et du soleil, monsieur. Tama et Pochi ont levé la main avec enthousiasme. Arisa avait dû leur raconter cette fable. Je n'étais pas sûre qu'elle s'applique vraiment ici, mais ils avaient l'air si satisfaits que je leur ai simplement tapoté la tête et les ai félicités pour leur savoir. Personne n'a encore testé ça? Lua semblait réticente à répondre à la question d'Arisa. Nous savions qu'ils étaient attirés par la magie, mais quand nous avons essayé de les dénicher, cela les a simplement poussés à se déchaîner et à se multiplier. Après cela, personne n'a rien suggéré de tel. Quelques bonnes idées ont surgi pendant notre séance, alors j'ai fini par prendre des notes, une habitude des réunions d'entreprise, et les ai données à Lua. Astérisque astérisque astérisque, l'idée de Nanashi le héros est valable. Le clan Bulunan approuve cette proposition. Et nous, du clan Belyunan, soutenons également la proposition de Nanashi. Je participais à un rassemblement de hauts elfes appelé Conseil de l'Arbre Sacré, en tant qu'observateur avec Mademoiselle Aaz. Mes notes de notre séance de brainstorming avaient circulé et avaient fini par être soumises au conseil. Je ne voulais pas que le nom de Satou devienne célèbre en dehors du clan Bolénan, alors je leur ai demandé de me présenter comme Nanashi le héros. Nous étions dans la salle de communication de l'Arbre-Monde, à regarder les images des hauts elfes des autres clans. Contrairement au système de visioconférence de mon entreprise, cette salle projetait des images 3D très réalistes. Mais leur apparence rendait les délais de transmission d'autant plus étranges. Le clan Bulunan, le premier à approuver ma proposition, était visiblement réputé pour son amour de la recherche. Le clan Belyunan était également réputé pour ses recherches, mais contrairement au clan Bulunan, axé sur le savoir, il semblait plus soucieux d'obtenir l'approbation des autres. Mais nous savons déjà que la magie provoque les méduses maléfiques. Où avez-vous oublié notre échec, nous, le clan Bilohanan? Le haut elfe du clan Bilohanan prit un ton accusateur. Utiliser la magie comme appât a fini par provoquer la prolifération des méduses et leur reproduction massive, n'est-ce pas? Bien sûr que nous nous en souvenons. Mais cette proposition implique de chercher un appât autre que la magie. Si nous parvenons à les attirer sans provoquer de rage, il n'y a aucune raison de rejeter cette proposition. Les deux premiers clans expliquèrent les objectifs du plan aux elfes récalcitrants. Très bien. Si la recherche pour l'appât ne se fait que dans un seul arbre-monde, nous, les Bulunan, accepterons la proposition. Alors permettez-nous, les elfes Bulunan. Pas si vite. En matière de produits chimiques, nous les Belyunan avons bien plus de succès. Nous allons le faire. Le haut elfe du clan Belyunan interrompit celui du clan Bulunan, manifestement animé d'un esprit de rivalité. Apparemment, leur clan était le plus doué en chimie, aussi le haut elfe Bulunan accepta-t-il de confier le site d'expérimentation à la famille Belyunan. Après quelques disputes, les clans Zuwakana, Zantanan, Balinon et Dayosanan donnèrent leur accord, et finalement le haut elfe Bilohanan approuva. Héros Nanashi, nous allons envoyer à Aaz les comptes rendus des expériences infructueuses du clan Bilohanan. S'il te plaît, profite de notre folie pour te débarrasser de ces méduses une bonne fois pour toutes. Hein? Pourquoi ai-je l'impression d'être coincé à fabriquer l'appât? Enfin, peu importe, il nous enverrait aussi du matériel et des échantillons vivants de méduses. Pour le bien de l'Arbre-Monde, sans parler de Miss Aaz et des sourires de tous ceux qui nous rendront visite à l'avenir, je n'avais aucune objection à faire quelques recherches sur le contrôle des méduses. Je ferai de mon mieux. Faites plus que votre mieux, si possible. Une fois les méduses éliminées, je vous ferai voir mon esprit de feu, Ifrit, en guise de faveur spéciale, alors soyez sûr de réussir. Sur ce, le clan Bilohanan raccrocha, et les autres clans dirent leurs adieux avant de partir un par un. Je ne l'avais pas remarqué à cause de sa personnalité déterminée, mais hormis sa couleur de cheveux, la haute elfe du clan Bilohanan ressemblait comme deux gouttes d'eau à Mademoiselle Aaz. Curieux, j'ai interrogé Aaz à ce sujet. Nous, les hauts elfes, sommes issus des 7 prototypes du dieu de la création, il y en a donc d'autres qui ont le même visage que moi. Pourquoi, tu préfères les filles comme Fouz? Lorsqu'elle me regarda comme un chaton abandonné, je pus à peine résister à l'envie de la serrer dans mes bras.
Il n'y avait aucune chance qu'une demi-déesse qui avait vécu plus de 100 millions d'années tombe amoureuse d'un gars comme moi, mais avec un regard pareil, j'étais tentée de me leurrer en y croyant. Avez-vous besoin d'un endroit pour vos recherches? Vraiment? J'ai entendu dire par Dame Haas que vous aidiez le conseil de l'arbre sacré. Elle me l'a dit, voyez-vous. Alors j'ai pensé que vous pourriez utiliser la maison de mon père. Une idée formidable, n'est-ce pas? Le lendemain de la réunion du conseil de l'arbre sacré, la mère de Mia avait une proposition à me faire. Son père n'était autre que Monsieur Trasayuya, l'homme qui a fabriqué le berceau. C'est bien ici? Oui, c'est ça, c'est bien ici. Elle m'a téléporté jusqu'à une maison blanche au milieu d'une mer d'arbres à l'est de la forêt de Bolénan. Contrairement aux autres ateliers, elle était située loin de l'arbre-monde. Elle a dit que c'était pour faire des recherches, mais d'après ce que j'ai pu voir sur la carte, ce n'était qu'une maison ordinaire. Si je devais citer une caractéristique particulière, je dirais tout ce lierre qui pousse à l'extérieur. Je me demande si Gilil est ici? Oh, j'en suis sûre. Sans attendre de réponse, la mère de Mia ouvrit la porte et entra. Bon retour, chère dame Lilinatoa. Un homme brun sortit de l'arrière de la maison. Il n'avait que la taille d'un enfant, mais il avait le visage et les traits d'un vieil homme. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, Gilil? C'est sûr, vous avez bonne mine, vraiment bonne mine. Je suis ravie de vous voir en pleine forme, dame Lilinatoa. Tout en discutant avec la mère de Mia, Gilil me lança un regard perçant. Oui, je vais plutôt bien. Je me porte à merveille. Oh, laissez-moi vous donner ceci tout de suite. Ce sont les notes de mon père. Monsieur Satou me les a données, vous voyez? Il les a trouvées pour nous. Je suis sûre que vous aimeriez les lire aussi, n'est-ce pas, Gilil? Gilil, qui semblait habitué à gérer les propos incohérents de la mère de Mia, parut surpris lorsqu'elle dit « les notes de mon père ». Il hésita un instant, puis accepta les papiers comme s'il recevait un texte sacré. Après avoir serré les notes contre sa poitrine pendant un long moment d'émotion, il sembla soudain se souvenir de la situation et se tourna vivement vers moi. Vous devez être l'humain qui a sauvé la vie de Missanaria. Peut-être était-ce mon imagination, mais son regard semblait un peu plus doux qu'auparavant. Oh oui, c'est bien lui. La mère de Mia reprit son attaque. J'aimerais laisser Monsieur Satou utiliser la maison de père. Ça vous va? Nous avons aussi la permission de Dame Haas. Tout est parfait. Si Sainte Olitri est la successeur du sage, Dame Lilinatoa, approuvent tous les deux, alors je n'ai aucune objection. Sage, semblait être sa façon de désigner Monsieur Trasayuya. Sire Satou, veuillez prendre cette clé. Clé? On dirait une amulette. Je vais maintenant procéder à l'enregistrement de l'utilisateur. Transfert, Satou Juto Satou. Gilil ignora mon commentaire et accomplit sa tâche. La clé dorée s'illumina d'un bleu en réponse à son incantation, puis afficha le nom Satou en lettres elfiques. Cela devait faire de moi son utilisateur enregistré. Je vais maintenant vous expliquer comment accéder au laboratoire souterrain par le portail de voyage. Gilil me guida vers le portail de voyage en question. La mère de Mia, ayant déclaré sa mission terminée, était déjà rentrée chez elle. Contrairement au rond de fée, ce portail de voyage était constitué d'une boucle de branches d'émeraude reliées par un cordon, ce qui lui donnait un petit côté science-fiction mécanique. Lorsque vous entrez dans la boucle, un interrupteur au sol se déclenche et vous téléporte automatiquement. Une fois que j'aurai disparu, veuillez entrer dans le rond. J'acquiesçai, et Gilil entra dans le rond, disparaissant avec un léger effet vert spécial. Hormis l'interrupteur, qui ressemblait à un paillasson automatique, il ressemblait parfaitement à un rond de fée normal. En me téléportant, j'ai été accueilli par le ciel nocturne. Non, juste un plafond très haut. J'ai vu de la mousse et des minéraux briller à la surface des rochers. D'après ma carte, il s'agissait d'une grotte souterraine à près d'1 kilomètre sous la maison. Elle était immense, elle aussi. Permettez-moi d'allumer les lumières. Gilil appuya sur un bouton mural, et les lampadaires s'allumèrent, rendant invisible le panorama lumineux au plafond. La lumière révéla plusieurs structures ressemblant à des bâtiments. Il devait s'agir du laboratoire de Trasayuya, de ses sites d'expérimentation, etc. J'y suis entré. C'est le laboratoire principal. Le sol et les murs étaient faits d'une résine semblable au linoléum, ressemblant au laboratoire de recherche que j'avais vu dans le berceau. Le laboratoire comprenait une salle de référence, une bibliothèque et un équipement de transmutation encore plus grand que celui de l'atelier d'outils magiques. Le hangar au fond de la salle de transmutation contenait quelque chose d'encore plus intéressant. Qu'est-ce que c'est? Il y avait plusieurs tubes de verre le long du mur, assez grands pour qu'un humain puisse y entrer. Ce sont des cuves de culture pour créer et réparer des homoncules. Le sage les utilisait principalement pour produire des parties du corps. J'ai consulté les autres documents trouvés dans le berceau de Trasayuya via stockage. D'après le manuel que j'ai trouvé, je pourrais utiliser cet équipement pour améliorer les techniques de la fondation de Nana. C'était comme une zone de bonus comme dans certains jeux. Premier jour de recherche, j'ai passé la journée à éplucher des manuels pour essayer de faire fonctionner l'équipement.
L'installer et apprendre à l'utiliser m'ont pris plus de temps que prévu, alors j'espère juste terminer avant l'aube. Monsieur Trasayuya, le directeur de ce laboratoire, semble avoir tenu un journal de développement pendant son travail, j'ai donc décidé de faire de même. Deuxième jour de recherche, Mademoiselle Jia est venue apporter les matériaux et les spécimens fournis par les autres clans. Je les ai rangés dans le stockage et j'ai utilisé « Pensée parallèle » pour lire plusieurs documents à la fois. La fonction de recherche par chaîne de caractères de mon menu s'est avérée utile pour la première fois depuis longtemps. Si j'avais eu ces capacités quand j'étais développeur de jeux, je parie que je n'aurais jamais eu à faire de marche funèbre. Au fait, ces matériaux ont tous été envoyés par des portails de voyage parmi les arbres-mondes. Apparemment, ils sont rarement utilisés en raison du coût élevé de la transmission. Troisième jour de recherche, j'ai fini de lire tous les documents. Les elfes sont encore plus brillants que je ne l'imaginais. Ils ont presque terminé leur recherche sur les substances répulsives. Comme on peut les exclure de la recherche de substances attractives, les choses devraient avancer assez vite. Pour l'instant, je vais expérimenter sur les échantillons de tentacules de méduses que j'ai collectés dans le vide. Cinquième jour de recherche, pas facile. La magie est-elle la seule chose qui attire les méduses? Sixième jour de recherche, j'ai profité du manque relatif de besoin de mon corps, mais Monsieur Guilil m'a dit de faire une sieste. À bien y penser, j'ai l'impression que mes capacités cérébrales sont un peu faibles. Je suppose que travailler plus de 5 jours sans dormir n'est pas très efficace. Je mangerai les choux à la crème que Lulu m'a apportés au réveil. Je parie qu'ils iront très bien avec un bon café noir. Septième jour de recherche, ne sous-estimez pas le pouvoir du sommeil. L'esprit clair, j'ai arrêté mes expérimentations aveugles et je suis retourné fouiller dans mes documents. Dans la bibliothèque et la salle de référence de Trasayuya, j'ai trouvé des notes analysant des méduses datant de dizaines de milliers d'années. Je vais en faire des copies et les faire envoyer aux Bellunan et aux autres clans. Huitième jour de recherche, j'ai enfin fait quelques progrès. Quand j'ai fait goûter à Guilil la liqueur de source draconique, les tentacules de la méduse ont réagi. Au début, j'ai pensé que c'était simplement parce que ce saké était fabriqué à partir de la magie du dragon noir et contenait probablement beaucoup de mana, mais ils ont aussi légèrement réagi à d'autres liqueurs distillées. Après avoir expérimenté quelques options supplémentaires, je demanderai à Guilil de transmettre ces informations. Dixième jour de recherche, j'ai fini de tester toutes les liqueurs que j'avais sous la main, alors je teste différentes sauces et assaisonnements. Peut-être devrais-je mettre ça sur le compte de l'odeur de sauce soja, mais les tentacules commençaient à me paraître appétissants. J'ai eu envie d'en manger un, mais j'ai renoncé, car il risquait d'être toxique. Le soir, j'ai reçu des informations des Bellunan et des Bulénan, passionnés de recherche, sur leurs expériences avec différentes liqueurs. Avoir beaucoup de chercheurs accélère ce genre de choses. Dixième jour de recherche, soir, j'ai cédé à ma curiosité et j'ai préparé du teriyaki aux tentacules. Plus tôt dans l'après-midi, une souris de laboratoire a mangé l'une des tentacules, et elle ne semblait pas affectée. J'en ai donc goûté un peu, et c'était plus savoureux que prévu. Pas vraiment un mets délicat, mais le genre de goût auquel on peut devenir accro. Ça irait très bien avec la liqueur de source du dragon. 11e jour de recherche, la souris de laboratoire a craché du sang et est morte. Rien ne m'est arrivé, mais je ferais mieux de ne pas en donner à quelqu'un d'autre. Par mesure de sécurité, j'ai utilisé la clairvoyance pour examiner mon estomac, mais je n'ai constaté aucune inflammation ni rien. Le soir, j'ai reçu un message du clan Bellunan m'informant qu'ils avaient commencé à développer une potion APA à base d'alcool. Aucun des autres assaisonnements que j'ai essayé n'a eu d'effet, pas même le myrine, alors je vais m'y mettre aussi dès demain. 12e jour de recherche, j'ai une sensation étrange à l'estomac. Je n'aurais vraiment pas dû manger ce tentacule. Une substance blanche et fibreuse pousse dans mon appendice. Ça me démange. Goût, j'ai fermé mon journal de recherche et je l'ai rangé dans le stockage. Il valait mieux effacer cette dernière partie. La substance blanche et fibreuse s'est avérée être la même cristallisation que celle qui s'était produite dans la sève polluée de l'arbre-monde, la potion développée par le clan Bellunan l'a donc éliminée facilement. C'est inhabituel de vous voir hors du laboratoire, maître Satou. Alors que je m'étirais dans la salle de repos, Monsieur Guilil est apparu, portant un paquet à l'odeur agréable. Il avait commencé à m'appeler « Sœur Satou » quand je suis arrivé ici, mais maintenant il était passé à « Maître » pour une raison quelconque. Votre amie Mademoiselle Lulu est venue plus tôt et vous a laissé ceci. J'avais souvent pris des nouvelles des filles grâce au sort de magie spatiale clairvoyance et je leur avais parlé par téléphone une fois par jour, mais je n'avais utilisé retour que quelques fois pour y retourner. Parfait, je commençais juste à avoir faim. Guilil, pourriez-vous préparer du thé, s'il vous plaît? Mangeons ensemble. Bien sûr, monsieur. Il y avait une lettre dans le paquet, alors je l'ai parcourue pendant que Guilil préparait le thé. Ah, c'est génial. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti mon humeur s'améliorer.
Vous avez dû recevoir de bonnes nouvelles, hein, monsieur? Absolument. Ils ont enfin trouvé du curcuma et du cumin. La lettre indiquait que l'expédition des lutins avait trouvé du curcuma, tandis que les Spriggans avaient trouvé du cumin. Ils avaient déjà trouvé des épices comme la coriandre et la cardamome, mais ces deux-là avaient été le dernier obstacle. Maintenant, on peut faire du vrai curry. Je savais que ce n'était pas le moment pour une chose aussi triviale, mais mon cœur battait la chamade à l'idée de goûter enfin à nouveau au curry après si longtemps. Le curry est un plat légendaire du royaume natal du héros, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai reçu une lettre disant qu'ils ont trouvé tous les ingrédients nécessaires. J'étais sûre que Lulu, Néa et les autres savaient préparer un curry parfait, mais je voulais quand même les aider. Je vais prendre quelques jours de congé. Je dormais à peine depuis presque 2 semaines. Excellent, monsieur. Avec les autres elfes qui s'en occupent aussi, inutile de vous donner autant de mal tout seul, dit Gilil. Merci, Gilil, je reviens. Désolé, mais pourriez-vous apporter cet échantillon de potion d'appât et la recette aux autres? Vous l'avez déjà terminé? Je tendis le résultat de mes recherches à monsieur Gilil, surpris. C'était le premier prototype. Je l'avais préparé la veille, déterminé à ne pas abandonner. J'avais laissé le clan Belunan perfectionner et produire en masse la potion d'appât. De toute façon, ils aimaient la recherche, alors ils seraient sûrement à la hauteur. Je suis rentré. Ça sent bon ici. De retour à la cabane, un parfum épicé m'a accueilli. Maître, bon retour, monsieur, Satou, Tama, Pochi et Mia m'ont immédiatement plaqué au sol, frottant leurs joues et leur nez contre moi. Je suppose que j'étais parti un peu trop longtemps. Maître, le pack d'amélioration est-il prêt à être installé? Je m'informe. Désolé, j'ai été tellement occupé par la recherche que je n'ai pas encore fini de réparer le réservoir de culture. Dès que j'ai répondu, Nana s'est effondrée, l'air maussade. Son expression n'a guère changé, mais sa déception était évidente. La dernière fois que je suis revenu, je lui ai dit que nous pourrions peut-être améliorer ses fonctions de fondation, alors elle a dû attendre avec impatience tout ce temps. Tu peux attendre encore un peu? Je te promets que je m'en occupe avant de quitter la forêt de Bolénan. Instruction du maître enregistrée, je te rapporte. Nana semblait toujours déprimée, alors je lui ai fait une proposition pour lui remonter le moral. En attendant, pourrais-tu consulter le reste du groupe sur les fonctions que tu aimerais ajouter et me faire une liste? C'est une merveilleuse proposition, maître, je te félicite. Tandis que les plus jeunes s'accrochaient encore à ma taille, Nana m'a serré contre eux, l'air plutôt joyeux. Coupable, grommela Mia, coincée entre Nana et moi, mais sa plainte n'affecta pas l'homoncule excité. Maître, bon retour. Content de te revoir, maître. En allant à la cuisine, j'ai trouvé Lisa et Arisa qui observaient les chefs depuis l'entrée. D'après ce que j'ai pu comprendre, leur mission était d'empêcher les fées ailées d'envahir. Lâche-moi, ça sent tellement bon là-dedans. Gras, dès que les fées s'approchaient trop près de la source de l'odeur, elles perdaient leur sang-froid et attaquaient. Je leur dis de continuer comme ça, puis je suis allé voir comment Lulu et les autres cuisinières se portaient. Ça sent bon. Bon retour, maître, trop sentir le curcuma vous fera mal au nez, alors soyez prudent. Je vais le faire, merci. J'ai hoché la tête en entendant l'avertissement solennel de Lulu. Son nez légèrement rouge la rendait encore plus mignonne. Pourtant, l'odeur du curcuma était-elle toujours aussi forte? Puisqu'il s'agissait d'un monde parallèle, il se pourrait bien qu'il s'agisse simplement d'une épice différente aux propriétés similaires. Monsieur Satou, nous avons rassemblé toutes les épices de la recette. Nous suivons les étapes de préparation. Néa écrasait des épices dans un moulin à main tout en me faisant un rapport d'avancement. Les équipes de Spriggans et de lutins qui avaient trouvé les épices se lavaient dans les bains publics des elfes. Je voulais aussi les remercier un peu. Lisa, ça vous dérangerait de faire une course pour moi? Bien sûr, maître. J'ai demandé à Lisa d'apporter des glaces gazeuses bleu clair dans le réfrigérateur des bains publics. L'alcool aurait pu être bon aussi, mais je me suis dit que j'opterais pour quelque chose de vraiment bon après un bain. Zut. Jetant un coup d'œil à mes provisions, je laissai échapper un grognement. Qu'est-ce qui ne va pas, maître? On n'a pas de fukujinzuke. Et les seuls poireaux qu'on a sont marinés dans de l'huile ordinaire. Le fukujinzuke est un accompagnement de radis d'écon marinés dans de la sauce soja, et c'est une garniture indispensable au curry au Japon. Et pour accompagner le curry de poireaux, il faut qu'il soit mariné dans du vinaigre doux. J'avais donné tous mes radis aux orques vivant sous la vieille capitale, alors il ne m'en restait plus à mariner pour faire du fukujinzuke. Waouh, et tu avais l'air si sérieux. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Arisa leva les yeux au ciel. Comme si elle ne se plaignait pas que le gingembre mariné ne soit pas rouge quand je préparais les bols de bœuf. Une fois le mélange 5 épices du curry peaufiné, j'ai quitté la forêt de Bolénan pour me procurer les derniers morceaux manquants. Il fallait absolument que je me procure du fukujinzuke. Des poireaux? On vient de les mariner, donc ils ne seront pas prêts avant un moment. Ça va, monsieur? J'arrive trop tard. C'était le seul endroit du duché d'Ougouche où l'on trouvait des poireaux non traités,
mais j'étais arrivé quelques instants trop tard. Mais s'ils venaient juste de commencer à mariner, je pourrais probablement les laver, alors j'ai décidé d'acheter tous les poireaux marinés. Aucun magasin sérieux de la vieille capitale ne proposait de pickles comme ceux que je voulais, alors je me suis dirigé vers un quartier avec plein d'étals vendant des pickles. Du Fukujinzuke? Jamais entendu parler. Comme le nom seul ne me menait nulle part, j'ai essayé de le décrire, mais... Des radis marinés? On ne vendrait jamais un produit aussi dégueulasse. La propriétaire du stand secoua brusquement la tête. J'avais oublié que les gens de la vieille capitale n'aimaient pas les radis. Grand-mère, donne-moi à manger, s'il te plaît. Tu n'as pas encore mangé, ma fille? Tu ne dois pas envoyer tout ton argent à tes parents si ça signifie mourir de faim. Alors que je m'affalais, désespéré, j'entendis une voluptueuse dame de la nuit demander à manger à la vieille dame du stand d'à côté. Le contraste entre son apparence sensuelle et ses gémissements enfantins ne pouvait être décrit que par Gapmo. Oh, je sais, un marchand du comté de Kuanu a apporté de rares spécialités marinées tout à l'heure. Puisque c'est ta ville natale, je suppose que je peux t'en donner quelques-unes. Yae, des cornichons de Kuanu. Je t'adore, grand-mère. La femme se jeta sur les amuse-gueules, des concombres et des aubergines marinées bruns. Envie d'en goûter aussi, jeune homme? Si ça ne vous dérange pas. La vieille femme surprit mon regard et me proposa des pickles de Kuanu. Le mélange semblait composé de concombres, d'aubergines, de melons, etc., marinés dans de la sauce soja et du mirin. Plutôt bon, et même, très proche du goût du Fukujinzuke. L'acidité était un peu forte, mais à part ça, c'était parfait. Madame, existe-t-il des radis marinés de cette façon? Des radis? Comme ma voisine me l'a dit, je crois, on ne trouve pas de radis aussi immondes dans la vieille capitale. La vieille femme me coupa net mes espoirs, mais la femme, dégustant joyeusement les pickles de Kuanu, me redonna une lueur d'espoir. Ceux du comté de Kuanu contiennent bel et bien des radis. Vraiment? Demandai-je avec enthousiasme, et elle acquiesça. Le saumurage de Kuanu sert à conserver toutes sortes de légumes. Je suis sûr que vous trouverez des endroits à Sedom ou à Kuanu qui vendent uniquement des radis marinés de Kuanu. C'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne me restait plus qu'à utiliser une recherche sur la carte. Parfait, il y avait quelques boutiques spécialisées dans les produits marinés dans ces villes. Merci beaucoup, voilà de quoi vous remercier. Ah, vous êtes sûr? J'ai glissé quelques pièces d'or dans la main de la femme pour lui exprimer ma gratitude, puis j'ai acheté un tas de cornichons différents à l'étal qui m'avait donné l'indice pour trouver du Fukujinzuke. Juste au moment de partir pour le comté de Kuanu, j'ai entendu des voix familières non loin de là. Quand Nana revient-elle, mademoiselle? Et le maître de Nana, mademoiselle? Ils sont tous les deux en voyage, donc ils ne reviendront pas avant un an environ. C'était la Miko Sara du temple Teunion et les enfants phoques dont Nana s'était occupée. Les enfants l'aidaient à distribuer de la nourriture aux nécessiteux. J'aurais adoré aller leur dire bonjour, mais il serait étrange pour moi de me retrouver dans la vieille capitale en ce moment, alors je devais me contenter de leur visage heureux. L'expression de Sarah me rappela de déposer un sac de pièces d'or dans la boîte à offrandes du temple Teunion. Tant qu'à faire, j'envoyai quelques lettres, dont une à Sarah et une à Zena, à Seriou. Devais-je en envoyer une aussi à Karina? Elle n'était pas encore rentrée à la baronnie Munno, mais cela ne devrait pas poser de problème si la lettre arrivait avant elle. Je n'en ai cependant pas envoyé à la princesse Ménéa, dans la capitale royale. Cela pouvait attendre notre arrivée à Labyrinth City. Le comté de Kuanu était un peu loin. Il était encore plus au nord que la baronnie de Munno, le territoire au nord du duché d'Ugosh. Kuanu abritait Sedom City, où j'aidais l'apprentie sorcière à déjouer le complot de quelques fonctionnaires subalternes. Il était assez facile de rejoindre l'ancienne capitale en une dizaine de minutes en utilisant à plusieurs reprises le sort de retour, mais je n'avais pas de plaque de saut de retour plus loin. Il me faudrait y aller en utilisant course aérienne et en plaçant des plaques de saut de retour au passage. Tant qu'à faire, autant prendre des nouvelles des personnes rencontrées au cours de mon voyage. J'ai retiré mon déguisement dans une ruelle et suis passé en mode héros Nanashi en enfilant mes vêtements noirs et mon masque argenté, puis j'ai utilisé retour pour rejoindre la fosse que j'avais creusée près de l'ancienne capitale. La fosse était située dans une forêt, loin même des sentiers de chasse, afin que personne ne me voie me téléporter. La plupart de mes ardoises de saut du retour avaient été installées de la même manière. Elles étaient également imperméabilisées, bien sûr. Après avoir vérifié sur ma carte qu'il n'y avait personne, je me suis levé d'un bond avec « Course céleste », puis j'ai sprinté dans le ciel juste au-dessus des arbres, en direction du nord, le long du grand fleuve. J'ai traversé les dangereuses montagnes de la Vigne, où se trouve la caverne du rêve lueur des orques, puis je suis passé par la cité de Gourorian et la cité naine de Bolohar, laissant mes ardoises de saut à bonne distance pour une utilisation ultérieure. Peu après, j'ai quitté le duché d'Ugosh et suis entré dans la baronnie de Munno. Bien, ça a l'air d'aller bien.
La reconstruction de la cité de Muno avançait sans encombre, et les anciens bidonvilles avaient été reconstruits avec des maisons et des champs de gabots. D'autres cultures avaient également été plantées à l'extérieur de la ville, des légumes frais commençaient déjà à pousser. J'ai quitté Muno City et contemplé l'ancien fort fantôme, rebaptisé Fort Pendragon. De loin, les enfants étaient heureux et en bonne santé, élevant des chèvres et des poules oranges. Comme il s'agissait techniquement de ma villa et que les enfants étaient à mon service, je consultais clairvoyance de temps en temps pour m'assurer qu'ils allaient bien. Alors que je volais vers le comté de Kouanou, j'entendis du bruit en contrebas. On aurait dit une bande de voleurs luttant contre les soldats de la baronnie de Muno. Au front, Zotol, le voleur repenti, et Otto, l'ancien faux héros devenu chevalier, combattaient courageusement. Ils semblaient gagner le combat, alors je les ai encouragés en silence et j'ai continué ma route. Mis à part ces incidents mineurs, j'ai atteint le comté de Kouanou sans encombre et suis arrivé à Sedum City juste avant le coucher du soleil. À première vue, le propriétaire et les enfants félins de l'atelier de poterie qui nous avaient déjà aidés semblaient se porter bien. Il était temps de se rendre à la boutique de cornichons. Beaucoup d'étals semblaient fermés, mais la boutique que j'avais en tête était toujours ouverte. J'aimerais des radis marinés de Kouanou. Vous en avez en stock? Oui. Combien dois-je vous en emballer? La vendeuse ouvrit le couvercle d'un bocal de cornichons avec vigueur. Il était brun, comme les cornichons de Kouanou que j'avais vus dans l'ancienne capitale, mais il n'y avait pas d'erreur, c'était le Fukujinzuke que je cherchais. J'ai demandé une dégustation pour être sûr, puis j'ai acheté tout le stock du magasin. Waouh! Jamais autant vendu. Ça ne vous dérange pas d'acheter les autres aussi? Ce ne sont pas que des radis. Bien sûr, ils étaient tous délicieux. Ce n'était pas que des paroles en l'air. C'était la vérité. Le Fukujinzuke de cette boutique était peut-être le meilleur que j'ai jamais goûté. Mon préféré était celui qui contenait 7 variétés de légumes différentes. Mon objectif atteint, j'ai fait le tour pour acheter d'autres variétés de radis, puis j'ai utilisé retour en succession rapide pour retourner dans la forêt de Bolénan avant le coucher du soleil. La magie était vraiment la meilleure. La soirée s'est terminée après avoir finalisé la poudre de curry et goûté le Fukujinzuke. Nous avons donc commencé à préparer le festin de curry tôt le lendemain matin. J'avais déjà demandé à Néa la permission d'utiliser la place devant les cabanes dans les arbres. Si nous le faisions dans la cuisine de notre propre cabane, tout embaumerait le curry, même les chambres. Outre mon groupe, les elfes cuisiniers et quelques brownies bienveillants, Mademoiselle Aaz est arrivée tôt le matin. Elle avait travaillé beaucoup trop dur, elle avait donc toute la journée de congé. Elle m'a dit que tous les elfes qui travaillaient dans le vide prenaient congé à tour de rôle jusqu'à ce que la production en masse des potions d'appât commence. Comme cela signifiait que ce festin de curry était également un repas d'adieu avant une bataille épique, je voulais en faire un succès pour le bien d'Aaz également. Nana, aide les brownies à éplucher les légumes, s'il te plaît. Oui, maître. Nous utilisions la technique de la force du nombre pour gérer l'énorme quantité de patates douces, de carottes, etc. Lisa, peux-tu découper ces volailles? Tout de suite, monsieur. Je lui ai tendu des volailles de montagne du sac de garage. Ce n'était pas exactement du poulet, mais je pensais que ça ferait un bon poulet tandoori quand même. D'après la recette indiquée dans ce mémo, avec les recettes de curry, le poulet tandoori devait être cuit après avoir mariné dans la sauce pendant environ une demi-journée. Si on commençait maintenant, il serait prêt à manger vers midi, voire plus tôt si on utilisait la magie de l'eau pour accélérer le processus. Je voulais aussi faire des escalopes de poulet pour garnir le curry, mais on n'avait apparemment pas assez de volailles. Mia, on pourrait utiliser plus de volailles. On pourrait demander à quelqu'un? Salut. Elle voulait probablement dire qu'on pourrait demander à Ichiro Toya, le chasseur. Mia se frappa la poitrine pour indiquer qu'elle s'en occupait, et elle partit, Tama et Pochi la suivant de près. Monsieur Satou, les ustensiles de cuisine sont prêts, appela Néa. Derrière elle se trouvait Mademoiselle Noah, qui avait travaillé dur pour reproduire le curry. Outre les ustensiles magiques, il y avait 10 chaudrons de la taille de tambour. C'étaient en fait des appareils magiques qui pouvaient chauffer et cuire tout seuls. Une véritable elfe. Je me tenais prête à cuisiner devant le fourneau, une poêle à la main. Je commencerai par faire cuire les oignons hachés. D'après les notes, la cuisson lente des oignons était essentielle pour donner au curry sa douceur et sa profondeur de saveur. J'avais aussi coupé des oignons en forme d'étoile et de lune, ainsi que des carottes, que j'ajouterai plus tard. Pour l'instant, je cuisinais les oignons lentement. Lentement. Une fois dorés, les oignons étaient cuits. Un livre que j'avais lu disait quelque chose comme « cuire les oignons jusqu'à en avoir les larmes aux yeux ». Maintenant, une fois caramélisés comme ça, transvasez-les dans la marmite. Sur ce, j'ai échangé ma place avec Lulu. Néa et ses amis se sont alignés à côté de Lulu pour commencer à faire revenir les oignons. Pendant ce temps, je préparais la sauce pour le poulet tandoori. Une fois la volaille découpée par Lisa, je l'ai mise à mariner.
Je pourrais utiliser les cœurs et les gésiers pour préparer des encas pour les filles bêtes plus tard. Peut-être que je pourrais préparer quelque chose avec le cartilage pour accompagner les boissons des elfes. Soudain, j'ai senti deux paires d'yeux m'observer dans l'ombre. Arisa et Ahaz. Ce n'est pas bon. Laisser Arisa cuisiner était un échec assuré, et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer Ahaz renversant un chaudron et répandant du curry partout. Après un moment de réflexion, je leur ai fait signe de venir. Arisa et Ahaz se désignèrent du doigt avec un air innocent. Qui, moi, quand je hochai la tête, elles esquissèrent un sourire radieux et s'approchèrent en trottinant. Savoir ce que j'avais à faire me pesait le plus lourd. Bonjour, t'as besoin de quelque chose? J'acquiesçai gravement et leur tendis un panier rempli de souvenirs de la vieille capitale. Tandis qu'elles le fixaient d'un air absent, je leur fourrai une sucette dans la bouche. Arisa, comprenant mes intentions, me fusilla du regard tout en croquant le bonbon. Ahaz, quant à elle, n'en paraissait pas si sûre, et elle accepta le bonbon avec des joues légèrement rouges, ce qui donnait à l'ensemble une connotation érotique. Donne ce bonbon aux fées pour qu'elles ne te gênent pas, s'il te plaît. Quand je dis cela à Arisa, Ahaz comprit enfin mon plan. Oh, s'il te plaît, ne me lance pas ce regard de trahison. Arisa prit le panier d'une main et, de l'autre, attrapa la main de mademoiselle Ahaz, les yeux larmoyants, pour qu'elle la guide doucement autour de la place et rassemble les fées à l'entrée. Désolée, Arisa, veuillez prendre soin des fées et d'Ahaz pour moi. Bien qu'il fasse chaud à l'intérieur des chaudrons magiques des elfes, l'extérieur était tiède au toucher. Une fois l'eau à ébullition, je baissai le feu pour que nous puissions commencer à écumer. Maître, je me porte volontaire pour l'écumage, je le déclare. Les yeux de Nana pétillèrent, alors je lui tendis la louche pour qu'elle prenne en charge cette tâche plutôt pénible. C'était trop de travail pour elle seule, alors je demandai à Lisa de m'aider aussi. Toutes deux ramassèrent avec constance et méthode. Je ne voyais personne d'autre que la sérieuse Lisa et la curieuse Nana capables de faire un travail aussi ennuyeux avec autant d'attention. Il faudrait que je trouve un moyen de les remercier plus tard. Permettez-moi de vous aider aussi. L'elfe samouraï Shia s'est précipité pour donner un coup de main, peut-être influencé par l'expression sérieuse de Lisa. L'ambiance devenait intense, vu qu'il ne faisait qu'écumer le bouillon. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance avec un commentaire, alors j'ai décidé de les laisser faire. Une fois l'écume retirée et les légumes cuits, il ne restait plus qu'à ajouter le curry. Néa et les autres étaient chargés de surveiller les légumes, alors j'ai décidé de préparer des garnitures pendant que j'en avais l'occasion. Lulu m'a aidé à préparer diverses fritures. J'ai opté pour des escalopes de viande, des crevettes et du corrigan. En cours de route, j'ai confié la tâche à Lulu, car des brownies et des elfes étaient venus m'aider, attirés par l'odeur. Maintenant, pour Mia et les autres végétariens, je voulais faire des courges et des citrouilles frites en plus des salades et des bâtonnets de légumes. Jusqu'ici, nous avions juste préparé les ingrédients. Il était temps de passer à la friture. J'ai coupé les pommes de terre restantes en fines tranches et les ai frites en chips, que j'ai mises dans un panier et que j'ai apporté à Arisa, qui jouait au dé avec les fées. J'avais aussi apporté des boissons gazeuses avec des glaçons. Des encas pour toi, Arisa. Hurrah, des chips, assure-toi de les partager avec tout le monde. Ok, papa, Lily, alignez les fées. Je vais distribuer des encas du pays des héros. Oui, monsieur. Arisa, tu es tellement théâtrale. Ça sent bon, quand même. Les chips ont finalement eu beaucoup de succès auprès des fées. Merci, Satou. Ahaz m'a souri timidement lorsque les fées qui jouaient avec ses cheveux sont parties chercher leur part de friandises. J'étais contente d'avoir pu l'aider. Avec un sourire et un signe de la main, je suis retournée à ma cuisine. On ne touche pas au BAA. En plus du lait au café, du lait aux fruits et des autres boissons que j'avais préparées pour les bains publics, j'ai aussi utilisé une poudre semblable au matcha que Néa m'avait donnée pour préparer des lattes au matcha. Une fois cuits, je les ai placés dans un congélateur magique pour les laisser refroidir. Si je trouvais un appareil magique pour remuer, je pourrais peut-être aussi préparer de la glace bientôt. Quand les légumes étaient presque cuits, nous avons ajouté la poudre de curry petit à petit. Une fois la poudre dissoute, j'ai remué un moment, mais le mélange n'épaississait pas vraiment. La recette du bloc-notes était-elle erronée? Finalement, j'ai ajouté un peu de farine de blé pour épaissir facilement. Ça ne me semblait pas assez savoureux, alors j'ai ajouté du beurre pour faire bonne mesure. Il ne me restait plus qu'à baisser le feu et attendre que les légumes s'imprègnent de saveur. Pendant ce temps, je pouvais aller faire frire les garnitures. C'est une belle prise, monsieur. Regardez, Tama, Pochi et Mia accoururent et s'arrêtèrent juste devant la place, couverts de poussière. Derrière eux se trouvait mon professeur Ichiro Toya, ainsi que d'autres professeurs elfes experts en chasse. Goya était là aussi, l'air suffisant. Apparemment, il avait abattu un oiseau de montagne. Bien joué. Un des professeurs elfes qui ne les avait pas accompagnés utilisa la magie pratique pour nettoyer le groupe de chasseurs. Pochi et Mia sentaient un peu mauvais,
alors j'ai utilisé de la magie désodorisante sur eux. Peut-être s'était-il fait attraper par un monstre végétal? La chasse a dû être rude. Nous avons dépecé la volaille, mais faute de temps pour la faire mariner avec le poulet tandoori, je me suis dit qu'on pourrait l'utiliser en garniture. Certains morceaux ressemblaient à du faisan ou du canard, ce qui promettait d'être savoureux. J'aurais adoré ajouter du dashi au canard pour en faire un ragoût de canard ou des udons, mais pour l'instant, je l'ai simplement cuit à la vapeur pour garnir une salade. J'ai fait asseoir les elfes qui revenaient de la chasse aux tables provisoires dressées pour le festin, et je leur ai offert à boire et à grignoter pour bien commencer la fête. Tama et Pochi ont demandé aux elfes de partager des brochettes de poulet. Ne mangez pas trop, vous deux. Mia s'est approchée et m'a tendu le panier de chips que j'avais donné à Arisa. Il était vide, bien sûr. Peut-être avait-elle faim et voulait-elle aussi des chips? C'est bientôt l'heure du dîner, alors je n'en prépare pas pour le moment. J'en ferai pour le goûter demain, d'accord? Promis. Mia a tendu son petit doigt, alors j'ai enroulé le mien autour pour sceller la promesse. Aaz, de nouveau entourée de fées ailées, nous a regardés, stupéfaite. Peut-être n'était-elle pas familière avec les promesses faites au petit doigt. Bref, j'ai décidé de l'ignorer. L'odeur du curry attirait de plus en plus de lutins sur la place, si bien que nous avons finalement commencé le festin un peu plus tôt que prévu. Point besoin de discours d'ouverture théâtrale. Nous avons simplement travaillé ensemble pour distribuer le riz au curry et le servir aux tables. Vu le nombre de personnes présentes, on avait l'impression de nourrir un campement. Pour le riz, nous avons utilisé du riz long grain ordinaire, la norme dans le duché d'Ugouche. En cherchant des épices, j'avais aussi trouvé du riz à grains courts, mais un restaurant de curry où je mangeais utilisait du riz long grain, alors j'ai préféré le riz classique. J'ai préparé du nan, nature et au raisin sec, mais comme c'était un curry japonais, je me suis dit que l'associer avec du riz était la solution la plus orthodoxe. Waouh, regardez toutes ces variétés. S'est émerveillé Arisa. En fait, j'avais préparé 4 variétés de curry, vert, rouge, jaune et brun. D'abord le curry vert, avec une feuille verte ressemblant à des épinards. Je me suis dit que celui-ci plairait aux amateurs de légumes, comme Mia. Il était moyennement épicé. Ensuite, le curry rouge, riche en poivrons rouges. Celui-ci était destiné aux connaisseurs de cuisine épicée. Néa et Lulu ont eu les larmes aux yeux en le goûtant, tellement il semblait épicé. J'ai ajouté beaucoup de roquettes coupées en dés au curry rouge. Dans le curry jaune, j'avais osé ajouter du poulet tandoori. Il n'était pas aussi épicé que le curry rouge, mais il était tout de même assez relevé. Sa couleur était d'un jaune vif, presque fluo, peut-être à cause des épices du monde parallèle. Enfin, le curry brun. C'était un curry japonais classique à base de bœuf. J'avais préparé 2 niveaux d'épices différents, un moyen et un doux. Au début, j'avais peur qu'elle n'aime pas le curry brun, mais quand j'ai consulté Néa, elle m'a répondu. Mais le ragoût de bœuf est brun aussi, n'est-ce pas? Du coup, je suppose que je n'avais pas à m'inquiéter. Le curry brun de bœuf a eu beaucoup de succès auprès des filles. J'avais aussi prévu plein de garnitures frites pour que chacune puisse en ajouter à sa guise. En accompagnement, outre le fukujinzuke et les poireaux marinés sucrés, nous avons préparé une salade de légumes frais, du chou blanc, de la purée de pommes de terre, des légumes hachés, etc. Une fois que tout le monde a eu son repas devant lui, le festin a commencé. AHH, le curry. Enfin réuni. Épicé? C'est épicé, mais délicieux, monsieur. J'avais essayé de rendre la version sucrée la plus douce possible pour les enfants, mais je suppose qu'elle était encore un peu épicée pour Tama et Pochi. Épicé, mais délicieux. Lisa, je sais que les garnitures étaient à volonté, mais... Inutile d'empiler une telle quantité de baleines frites que le curry se perde complètement en dessous. Au fait, elle avait choisi le curry de poulet. La volaille a dû être le facteur décisif. Ce curry est plus mignon, je vous assure. Nana semblait ravie de son curry rouge épicé, garni d'un œuf mollet et de tranches de pommes coupées en forme de lapin. C'est bon, mais c'est tellement épicé que j'ai du mal à le manger. Tiens bon, Aaz. Mia encouragea Aaz. Je l'avais observé affectueusement manger, les larmes aux yeux, avalant un verre d'eau après chaque bouchée, mais je devrais peut-être l'aider. Mia mangeait elle aussi du curry vert. Mademoiselle Aaz, essayez plutôt ça. J'ai pris son assiette de curry ordinaire et l'ai remplacée par le curry brun sucré. Ah, celui-ci n'est pas épicé. Je peux le manger sans problème. Ravi de l'apprendre. Le personnel était ravi de sa première assiette de curry. D'autres personnes semblaient aussi avoir du mal avec le piquant, alors j'ai fait circuler des brownies pour leur parler du curry sucré. Si ça vous pique encore, essayez aussi cette boisson. Ça devrait atténuer un peu le piquant. Merci. Oh, c'est délicieux. Tellement bon et sucré. Aaz grimaçait encore, alors je lui ai offert un matcha latte. La façon dont elle le tenait à 2 mains et l'avalait était adorable. Je ne pensais pas le fixer, mais pour une raison inconnue, j'ai entendu Arisa et Mia crier « coupable » de l'autre côté de la pièce.
À bien y penser, j'avais oublié de donner à boire aux filles. J'avais prévu de le faire, bien sûr, mais je suppose qu'ils n'ont pas apprécié que j'en apporte un à Az d'abord. Ce ne serait pas juste de tout garder pour mon petit groupe, alors après avoir partagé avec eux, j'ai apporté le reste des bouteilles de matcha latte aux tables des elfes. Ah, c'est le paradis. C'est aussi bon que cette vieille chaîne de curry. Arisa, regarde, un curry de Hambourg, monsieur. Tellement délicieux, Néa avait apparemment préparé des steaks de Hambourg avec les restes de viande. Cette fille adorait ses steaks de Hambourg. En grignotant du fukujinzuke, j'ai contemplé le reste du festin de curry. Noah, l'elfe dont le rêve était de recréer le curry, était tellement émue qu'elle pleurait en mangeant une assiette de chaque sorte. Goya, tu veux un peu de ce curry sucré ou quoi? Non. Un elfe ivre a taquiné Goya, les larmes aux yeux en mangeant son curry épicé. Il avait l'air ravi quand Mia lui a offert un matcha latte. Ami d'enfance, il semblait s'entendre plutôt bien. À mon avis, il ressemblait plus à un grand frère aimant et une petite sœur rebelle qu'à un jeune couple. Déplaçant mon regard, je localisais les Spriggans et les lutins de l'équipe de recherche qui avaient déniché les épices pour nous. Pour une raison inconnue, ils semblaient un peu nerveux à l'idée d'être entourés d'elfes. Je décidai de leur préparer un curry à emporter plus tard. Sans leur travail acharné, nous ne mangerions pas ce curry, après tout. Avant le coucher du soleil, les quelques milliers de portions de curry avaient disparu, avec toute leur garniture. Des plats dérivés avaient également été créés, comme les escalopes de baleine au curry, brevetées par Lisa. Malgré tout ce qu'ils avaient mangé, tout le monde se régalait de la gelée de fruits que j'avais préparée en dessert. Je sais qu'il y a toujours de la place pour un dessert, mais cela devait être mauvais pour leur santé. Je décidai de préparer un remède pour l'estomac à distribuer plus tard. Ainsi, le festin de curry initial prit fin, mais les elfes qui n'avaient pas pu participer se plaignirent, si bien que le festival du curry semblait devoir se poursuivre encore un moment. Je ne voulais pas manger du curry tous les jours, alors j'ai laissé Néa et ses amis cuisiniers s'en occuper, impatients de commencer. Espérons que le village des elfes ne jaunisse pas. Tu as été attaqué par une méduse? Ce n'est pas moi qui ai été attaqué. La nouvelle inattendue d'Aaz m'a un peu énervé. Le lendemain du festin de curry, je fabriquais des bâtons magiques avec la griffe de Heilon et les branches du Tréant quand Aaz et Lua sont venus me rendre visite. Monsieur Satou, vous êtes un peu trop près. Excusez-moi, le sourire de Lua s'est esquissé lorsqu'elle m'a séparé d'Aaz. J'avais un peu paniqué à l'idée qu'Aaz soit attaqué, c'est tout. 2 utilisateurs d'esprit ont été attaqués ce matin dès leur sortie dans le vide. D'après Lua, bien qu'il y ait eu d'autres utilisateurs d'esprit et des pseudo-esprits au même endroit, ces 2 utilisateurs d'esprit étaient les seuls à avoir été directement attaqués par des méduses. Jusqu'à présent, les méduses avaient toujours ignoré les gens, sauf si elles étaient attaquées en premier ou si la magie était utilisée à proximité. Était-elle ivre, par hasard? Non, il est interdit à ceux qui prévoient d'aller dans le vide de boire une goutte d'alcool la veille. Ces 2-là sont très sérieux, alors je ne pense pas qu'ils enfreignent le règlement. Lua et Aaz ont réfuté ma théorie de l'alcool. En plus, ils ont mangé tellement de curry la veille qu'ils pouvaient à peine bouger. Les 2 attaqués avaient donc aussi participé au festin de curry. Impossible, n'est-ce pas? J'ai posé quelques questions supplémentaires et commencé à formuler une nouvelle hypothèse. J'aimerais tester quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Arrivé à l'observatoire, j'ai utilisé le sort de magie pratique déodorant sur moi-même. Après avoir installé une ardoise de seau pour le sort de retour dans un coin de l'observatoire, par mesure de sécurité, j'ai enfilé une combinaison du vide et suis allé voir les méduses seules. Ici Satou. Aucune réaction de la méduse pour l'instant. Après avoir fait mon rapport, j'ai produit une petite quantité de poudre de curry dans la paume de ma combinaison du vide. Ah, les méduses ont déployé leurs tentacules à une vitesse incroyable. Je ne comprenais même pas comment elles avaient pu détecter l'odeur, puisqu'il n'y avait pas d'air dans le vide. Quoi qu'il en soit, c'était une réaction bien plus intense que la potion d'appât à base d'alcool préparée par le clan Belunan. Je pouvais affronter ces méduses maintenant, mais je ne voulais pas les rendre folles, alors j'ai utilisé retour pour rejoindre l'observatoire. Je suis de retour. J'ai expliqué les résultats de mon expérience à Aaz et Lua, et nous avons convenu d'informer les autres clans de la découverte d'un nouvel appât. En attendant confirmation, Kia de l'atelier d'outils magiques et Ea de l'atelier de transmutation m'ont aidé à fabriquer un appareil magique pour produire une brume parfumée au curry. J'ai offert des échantillons et des plans à chacun des autres clans. Comme le vide était encore soumis à la gravité et que même les ballons ne pouvaient y flotter, j'ai testé un prototype d'appareil appelé « moteur du vide », découvert lors des recherches de Trasayuya. Voyant qu'il s'élevait dans le vide sans aucune propulsion visible, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un dispositif de contrôle de la gravité, mais hélas, en examinant les matériaux plus en détail, j'ai compris qu'il s'agissait d'un mécanisme similaire à ma compétence « course du ciel ».
L'appareil créait un petit point d'appui flottant à l'intérieur de lui-même grâce à la magie pratique, puis y faisait tourner un engrenage pour s'élever. Pendant que nous perfectionnions cet appareil, Kia, le maniaque des golems, et moi nous sommes laissés emporter et avons fini par fabriquer une poupée vivante à partir d'une branche de l'arbre-monde pour l'utiliser dans le vide. Sato, ça a marché. La foudre de l'arbre-monde n'attaque pas la poupée. Parfait. Maintenant, nous pouvons confier aux poupées vivantes la tâche de travailler dans le vide au lieu d'envoyer des gens en danger. Après quelques essais, Aaz et moi avons obtenu des résultats encore meilleurs que prévu. D'après ce que j'ai entendu, il y avait un autre elfe qui avait pensé à une chose similaire une fois. Cette fois, nous avons utilisé une perle d'esprit des arbres provenant d'un tréant pour transformer une pousse de l'arbre-monde et l'utiliser comme base pour la poupée. Le moteur qui faisait bouger la poupée était un appareil magique préparé séparément, mais il nous a fallu faire preuve d'ingéniosité pour le faire fonctionner. Ça a l'air terriblement lourd. Tu ne trouves pas que la couche de plomb est un peu trop épaisse? Si on la rend plus fine, les méduses réagiront à la poupée. Pour empêcher les méduses de percevoir le pouvoir magique, nous avons isolé le moteur avec du plomb, qui ne conduisait pas la magie. J'ai également expliqué ces mécanismes aux autres clans elfiques. Peu d'entre eux possédaient des perles d'esprit des arbres, mais ils avaient tous des experts en magie des forêts, donc ce n'était pas un problème. Je voulais vraiment me dépêcher d'apprendre à chanter. Après quelques jours, les expériences du clan Bellunan ont confirmé que l'odeur du curry attirait les méduses et ne les faisait pas se déchaîner. Puis je fus à nouveau invité au conseil de l'arbre sacré. Très bien. Suite au vote, nous avons décidé de mettre en œuvre la stratégie proposée par Nanashi le héros, l'opération Curry. Le nom de l'opération suscita quelques protestations, mais ils décidèrent finalement de l'adopter tel quel. À mon avis, les noms devraient être faciles à comprendre. Puisque le clan Bolénan a le plus contribué à l'élaboration de cette stratégie, je propose qu'il en soit le fer de lance. Aaz fit un petit signe de tête triomphant. Être le fer de lance doit être considéré comme un honneur. C'était adorable de l'avoir célébré ainsi. Aimez-nous, le clan Bellunan, aussi. Mais bien sûr, j'aimerais que le clan Bellunan soit le second à mettre en œuvre le plan. T'es très bien, alors. Le haut elfe du clan Zoakana, qui agissait en qualité de président, esquissa avec brio les protestations du clan Bellunan, qui avait également contribué aux recherches. Je suppose que le président avait l'autorité pour attribuer de tels rôles. De toute évidence, ils avaient demandé au clan d'entreprendre l'opération successivement plutôt que simultanément, en cas d'imprévu. L'opération commencera dans 10 jours, lorsque tous les clans auront terminé l'application de la potion répulsive, étape préliminaire. Cette potion répulsive devait être appliquée sur les branches de l'arbre-monde pour contenir les méduses et s'assurer qu'elles suivraient le jet de poudre de curry. Tout clan en retard est prié de se présenter immédiatement. Le conseil de l'arbre sacré vous souhaite bonne chance. Sur ces adieux légèrement militaires du président, la réunion du conseil prit fin. Il ne restait plus qu'à préparer le processus d'extermination et à élaborer des plans de secours.